Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la 1h de ce 20h. L'école des forces armées de Zambakro a organisé sa traditionnelle fête ce jeudi. Le Premier ministre Patrick Achi a pris part à cette double cérémonie marquée par le baptême de la 52e promotion des élèves d'officiers d'active et remise d'épaulettes officières de la promotion Amadou Gon Coulibaly. Le FIDA, Fonds international de développement agricole, et le gouvernement ivoirien se sont accordés sur un programme d'options stratégiques pour la Côte d'Ivoire. On retient 3 objectifs majeurs: améliorer les politiques nationales, renforcer les institutions agricoles, accroître la productivité. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à la lutte contre le coronavirus en Afrique. Nous verrons comment le continent fait face aux variants Delta. Ces dernières semaines, plusieurs capitales africaines enregistrent des pics importants de contamination. Mais quelle est la stratégie vaccinale adoptée? Élément de réponse tout à l'heure. Entrée en liste reçue pour les Ivoiriens aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Ce jeudi, à Yokohama, les éléphants olympiques ont battu les Saoudiens 2-1 dans le groupe D. Un bon résultat avant les rencontres Brésil-Allemagne. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous avons un invité sur ce plateau, le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances. Nous parlerons tout à l'heure de la Côte d'Ivoire qui a donc effectué un progrès dans la notation financière. Vous allez nous expliquer, ce sera dans quelques instants. On va pour le moment aller pour Zambakro, où l'école des forces armées était en fête aujourd'hui. Le Premier ministre Patrick Achi y a pris part. La traditionnelle fête à Zambakro, vous allez le voir, a été marquée par une double cérémonie, baptême de la 52e promotion des élèves d'officiers d'active et remise d'épaulettes d'officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly. Les promus ont été invités à la discipline, à la loyauté, au courage, nous dit Abou Sanogo. Le Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, à la fête école de l'école des forces armées de Zambakro. Une école qui a pour mission d'assurer la formation des élèves officiers et le perfectionnement des officiers stagiaires. Une fête marquée d'abord par le baptême des stagiaires de la 52e promotion. Au nombre de 111, dont 92 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 1 du Gabon, 2 du Sénégal et 2 du Togo, ces élèves officiers d'active étaient inconnus dans la lignée des promotions d'officiers. Pour mettre fin donc à ces statuts, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a procédé à leur baptême pour qu'ils deviennent seulement après une promotion d'élèves officiers d'active. Votre promotion s'appellera promotion Ahmed Bakayoko et votre parrain sera monsieur le général de corps d'armée Philippe Bango. Maintenant consacré au vrai sens du terme élève officier d'active, le commandant de l'école des forces armées va leur confier de façon symbolique le drapeau de l'école. Chers élèves officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly, en vous engageant à porter l'épaulette, vous choisissez une voie faite d'exigence et de renoncement pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire et de vos pays respectifs. Vous vous apprêtez à endosser une charge bien singulière, celle de commander des soldats dans l'exécution des missions qui vous seront confiées. Pour cela, il vous faudra apprendre votre métier et forger votre caractère de chef, conscient qu'on ne vous pardonnera ni approximation, ni indécision. Tout comme à vos anciens, je vous recommanderai de l'ardeur au travail et de l'humilité. Gardez-vous de vous endormir sur vos acquis et ayez à cœur de vous améliorer et d'apprendre en permanence. Vous êtes désormais des chefs militaires. Ensuite, la remise des épaulettes d'officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly. Ayant achevé leurs 2 années d'études, ces élèves officiers et ceux de la 15e promotion des médecins vont être promus médecins lieutenants et sous-lieutenants. Médecins, élèves officiers et élèves officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme respectivement médecin lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade.
Intégrant désormais la grande famille des officiers, ils reçoivent les insignes de leur grade. Des mains du Premier ministre Patrick Achi, le ministre d'État, ministre de la Défense Tini Birima Ouattara, a rendu hommage aux parrains de 2 promotions. Si ces promotions portent leur nom, c'est en référence à leurs nombreuses qualités humaines et professionnelles auxquelles nos jeunes officiers doivent s'identifier. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ce jour réaffirme l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visant à bâtir une armée républicaine, moderne, performante et surtout à la hauteur des attentes des populations. Les investissements au profit de l'outil de défense depuis bientôt 10 ans, à savoir la dotation d'équipement, l'amélioration des conditions de travail, la création de nouvelles structures en passant par le recrutement des jeunes, traduisent la volonté du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un havre de sécurité. Quant à vous, sous-lieutenant de la promotion Amadou Gon Coulibaly, l'éponyme de votre promotion vous honore et vous engage à demeurer fiers, loyaux, courageux, à l'image du lion, comme on appelait affectueusement celui dont vous aurez décidé de porter le nom. En choisissant ce nom, vous vous engagez à être des officiers déterminés dans leurs tâches. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pensait toujours à la Côte d'Ivoire d'abord. Il a fait pour l'amour de son pays jusqu'au sacrifice de la vie, exemple ultime d'altruisme et d'abnégation. Telle doit être votre vision. L'étape qu'ils achèvent n'est que la première d'une longue carrière qui fait de l'officier un meneur d'hommes. Conduire les hommes, c'est le rôle de la formation qui, au-delà de son aspect proprement militaire, doit fournir les hommes et les femmes les plus aptes à saisir et à exploiter les données et la défense du pays. Là, nous sommes en compagnie de notre invité, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, la Côte d'Ivoire, notre pays, vient d'être notée double B- avec perspective stable par l'agence de notation Fitch. Dites-nous, qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de parler un peu de cette notation que nous venons d'avoir. En fait, une notation souveraine, c'est l'appréciation de la capacité d'un pays à pouvoir honorer ses engagements. Ça mesure également la capacité d'un pays à pouvoir faire en sorte que les investisseurs soient, disons, je dirais, dédommagés de leurs prêts qu'ils font dans les différents pays. Ça traduit surtout la solvabilité d'un pays. D'accord. Ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, donc, comme vous l'avez noté, nous avons eu un double B avec Fitch. Il faut peut-être préciser que Fitch note la Côte d'Ivoire depuis 2014. C'est en 2014 que nous avons fait notre première émission d'Eurobond. Et cette Eurobond a été donc notée par l'agence Fitch. À l'époque, nous étions à B. Nous avons évolué pour nous retrouver en 2016 à B+. Et là, maintenant, nous avons un cran supérieur. Nous sommes arrivés à double B. Alors, qu'est-ce que cela représente sur l'échelle des notations? Double B sur l'échelle de notation, il faut d'abord dire qu'il y a 4 échelles. Dans l'échelle, il y a 4 niveaux. Il y a un premier niveau qui concerne en fait la haute qualité de crédit. Ensuite, il y a en dessous ce qu'on appelle les qualités moyennes de crédit. Et en dessous de ça, il y a donc les notations dites spéculatives. Et tout à fait en bas, donc il y a les notations qu'on appelle risque élevé ou alors défaut. Ce sont des pays effectivement sur lesquels il y a beaucoup de doutes sur les capacités à pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis des investisseurs. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes donc au niveau B. Comme je vous l'ai dit, nous avons progressé. Nous sommes à double B maintenant. Il faut rappeler que le double B, c'est une notation extrêmement importante parce qu'au niveau du continent africain, nous nous comparons essentiellement à l'Afrique du Sud, nous nous comparons également au Brésil. Alors, ce qui est extrêmement important, nous sommes
En troisième position, on a les notations sur le continent. Ce sont les troisièmes meilleures notations au niveau du continent. D'accord. Et pour notre pays, quels sont les leviers qui ont favorisé ce progrès dans la notation? Les leviers il y a 3 niveaux de leviers. Le premier niveau, ce sont les performances économiques enregistrées par notre pays depuis maintenant une dizaine d'années. Le deuxième levier, ce sont en fait les réformes politiques qui ont été mises en œuvre et la bonne tenue des finances publiques. Les finances publiques sont bien gérées, mesurées en fait par le niveau de déficit budgétaire et par la bonne gestion de notre dette. D'accord. Concernant le déficit budgétaire, laissez-moi terminer là-dessus. Allez-y. Concernant le déficit budgétaire, comme vous le savez, avec la Covid l'année dernière, nous avons enregistré au niveau de la Côte d'Ivoire un niveau de déficit budgétaire qui aujourd'hui est autour de entre 5 et 6%, là où des pays industrialisés sont à 9 à 8%. C'est-à-dire que là également, il y a des efforts importants qui ont été faits pour maîtriser en fait notre déficit budgétaire. Sur la dette, nous sommes en deçà de la norme communautaire que tout le monde sait, c'est 70%. Nous sommes aujourd'hui autour de 48%. Donc, que gagne notre pays concrètement avec cette notation? Écoutez, peut-être revenir sur le troisième levier, le troisième levier avant de parler de ce que nous gagnons. Le troisième levier qui a permis en fait d'avoir cette notation, c'est effectivement le climat sociopolitique apaisé que nous connaissons. Vous savez qu'il y a eu des élections législatives qui ont été organisées en mars de façon inclusive, de façon transparente et de façon juste et libre. Donc tout ça, ça a compté enfin dans la notation qui a été donnée donc par Fitch, qui au demeurant était en train de faire une revue, parce que ces notes, ils font des revues régulières pour pouvoir faire les ajustements. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Je dirais que ça apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, devient de plus en plus crédible. La Côte d'Ivoire a une notoriété, parce que comme je l'ai dit, nous sommes parmi les rares pays qui ont une notation comme celle-là au niveau du continent. Et ce qui est important également, c'est de dire que nous allons avoir un coût de financement un peu plus bas parce que les investisseurs font confiance à la Côte d'Ivoire. Ça se traduit par cette notation. Et c'est un signal fort également en direction des investisseurs pour dire que nous allons poursuivre toutes les réformes qui ont été engagées et faire en sorte que nous puissions justement nous améliorer d'année en année. D'accord. Alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire a également été notée par l'agence Standard & Poor's BB- et Moody's BA3. Dites-nous, que traduit la convergence de ces notes? La convergence traduit le fait simplement que nous sommes dans la bonne direction parce qu'il n'y a pas de discordance, comme vous l'avez dit. Il y a une convergence des agences internationales de notation qui font des évaluations indépendantes. Si toutes ces évaluations convergent, ça veut dire effectivement que c'est la réalité. Et nous avons une économie qui est bien gérée sous le leadership donc, du président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons également des réformes politiques qui sont mises en œuvre. Quand je dis politique, c'est des réformes politiques publiques qui sont mises en œuvre et les choix qui sont opérés sont bons et c'est ce qui fait qu'il y a une convergence comme ça des différents agents de notation. Et bon, vous avez mentionné tout à l'heure Standard & Poor's. Standard & Poor's, en fait, était en évaluation inaugurale parce qu'en 2014, quand on faisait la première émission Eurobond, nous avons été notés par Moody's et par Fitch. C'était les deux agences qui nous avaient notés. Et nous avons effectivement, comme je l'ai dit, évolué. Et c'était la première fois que Standard & Poor's venait en évaluation. Ils ont fait une évaluation. Ils sont sortis également avec un double B qui se retrouve au même niveau que maintenant ce que Fitch a fait. Voilà. Alors pour terminer, Monsieur le ministre, quelles sont vos perspectives et que visez-vous désormais? Écoutez, en termes de perspective, nous voulons faire mieux. Nous voulons faire mieux parce que nous voulons, comme vous le savez, le président de la République veut le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Donc nous devons travailler à faire en sorte que ce meilleur-là soit. Et ça nécessite donc que nous puissions améliorer notre notation. Et notre ambition, c'est de faire que d'ici 2 ou 3 ans, nous puissions être dans les grades, ce qu'on appelle grades d'investissement, avec, disons, un niveau de notation qui rassure davantage en fait, les investisseurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous Merci d'être passé sur ce plateau. Merci.
Le Comité national de lutte contre la contrefaçon est en campagne pour interpeller les citoyens sur les dangers de la contrefaçon. Le comité vient justement de lancer à Yamoussoukro son action de sensibilisation et de communication pour les localités de l'intérieur du pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie appelle à accentuer la lutte, à promouvoir l'investissement et une industrie forte dans notre pays. Kader Sogodoro. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon est actif du côté de Yamoussoukro. C'est en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, qu'une campagne de sensibilisation avec pour thème contrefaçon, un danger public se tient. Il s'agit ici d'attirer l'attention des populations sur les effets néfastes de la contrefaçon. Je prends devant vous ici l'engagement solennel d'accomplir avec le concours des organes du CNLC avec exemplarité et dévouement les missions qui nous ont été confiées, parmi lesquelles s'inscrit la présente activité. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, le gouvernement s'emploie à assurer une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle à l'effet de stimuler davantage la créativité et l'innovation en vue de créer un environnement propice à l'investissement pour un cadre favorable aux échanges commerciaux. Comme vous le savez, le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, travaille à attirer des investisseurs nationaux, régionaux et internationaux en Côte d'Ivoire. Travaille à structurer notre économie qui doit aller de l'avant en train de promouvoir l'industrialisation, le commerce, etc. Donc travaille à ce que tous les produits qui sont faits localement puissent être transformés et que des investisseurs viennent fabriquer et produire des produits en Côte d'Ivoire pour que ces produits soient vendus aux populations ivoiriennes. Et donc, le fait, en fait, de lutter contre la contrefaçon, chère population de Yamoussoukro, c'est pour, d'une part, protéger les populations, c'est de protéger les consommateurs, c'est également de contribuer à protéger les industriels qui acceptent de venir investir en Côte d'Ivoire. Cette activité de Yamoussoukro fait office de lancement d'une grande campagne de sensibilisation contre la contrefaçon à l'intérieur du pays. Et on emprunte à présent l'axe Yamoussoukro-Brasilia. Le ministre ivoirien Sidi Temoko Touré est actuellement en visite au Brésil. Les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Brésil, raffermissent leur partenariat par la signature de conventions scellées dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Le ministre ivoirien, vous allez le voir, est actif sur le terrain pour s'imprégner de l'expertise brésilienne. Eric Goré est notre envoyé spécial dans ce pays. Tirer le maximum de profit de son séjour brésilien en étant pragmatique est l'idée qui anime le ministre des Ressources animales et halieutiques au cœur d'un laboratoire situé en zone rurale dans la localité de Natal pour copier l'exemple de ce laboratoire spécialisé dans la production de crevettes. Une référence au Brésil. Pour son sérieux, cette unité de production a des millions de larves produites par jour grâce à des techniques innovantes qui peuvent apporter un nouveau souffle dans la production de crevettes en Côte d'Ivoire. Après la visite de cette unité de production, Sidi Touré s'est rendu dans un autre ranch pour apprendre quelques techniques permettant d'avoir des bêtes bien traitées et bien nourries. Les techniques varient selon les localités et les températures. Il a vu de très près les dispositifs modernes qui pérennisent l'activité. Après quoi, le ministre ivoirien a pris rendez-vous avec une ferme pour voir de très près les techniques avicoles. Les technologies ont fortement évolué depuis des années et il s'agira de mettre à niveau tous nos différents techniciens qui travaillent dans ces différents espaces. Et troisièmement, la nature et la priorité des spéculations ont fortement changé. Donc il y a un véritable travail de réforme à procéder dans le sens de la sécurisation de l'alimentation de nos différentes populations en Côte d'Ivoire et l'espérance brésilienne va nous y aider. La sécurité alimentaire est une priorité aujourd'hui dans le monde. Je vous rappelle la stratégie de la Banque africaine de développement qui vise, entre guillemets, à nourrir l'Afrique
à travers toutes les spéculations agricoles, qu'elles soient végétales ou animales. La sécurité alimentaire est l'une des principales raisons qui a amené le ministre des Ressources animales et halieutique de Côte d'Ivoire à aller s'inspirer de l'exemple brésilien. Autre partenariat bénéfique pour notre pays, le FIDA, Fonds international de développement agricole, et le gouvernement ivoirien se sont accordés sur un programme d'options stratégiques pour la Côte d'Ivoire. Cette troisième stratégie s'articule autour de 3 objectifs majeurs: améliorer les politiques nationales, renforcer les institutions agricoles, accroître la productivité sans oublier les petits producteurs. Le reportage de Noël Gnagno. Le FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture, est présent en Côte d'Ivoire à travers 3 projets actifs. Le PROPACOM, projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, le programme d'urgence agricole PUACI, enfin le PADFA, projet d'appui au développement des filières. Pour la période 2020-2025, le FIDA veut renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire pour une finalité, permettre aux petits producteurs d'être résilients. D'appuyer les petits producteurs vulnérables afin de leur permettre d'émerger des petites exploitations de subsistance vulnérables vers des véritables micro-entreprises agricoles profitables, résilientes et qui leur permettront d'entrer résolument dans l'ère de l'entrepreneuriat du business agricole. Des finalités qui s'inscrivent dans la politique gouvernementale pour le monde rural. Ce nouveau COSOP répond parfaitement concernant le renforcement des institutions nationales, le renforcement de la résilience des petits producteurs face au changement climatique et surtout la création de valeurs ajoutées équitablement partagées entre les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles. Pour l'information, le FIDA investit dans les populations rurales en les dotant des moyens pour réduire la pauvreté, accroître la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et accroître la résilience des populations rurales. On en arrive à notre dossier de ce 20h consacré à la lutte contre le coronavirus en Afrique. Nous verrons comment le continent fait face aux variants Delta. Ces dernières semaines, plusieurs capitales africaines enregistrent des pics importants de contamination, à l'exemple de Kigali au Rwanda qui reconfine ses populations, ou encore de la Tunisie qui passe en alerte sanitaire avec plus de 200 morts certains jours. Comment l'Afrique lutte-t-elle donc contre cette pandémie de Covid-19 qui sévit dans les pays? Quelle est la stratégie vaccinale adoptée? Élément de réponse dans ce dossier signé Alexis Ouedraogo. Mardi en Tunisie, le ministre de la Santé est limogé, accusé de mauvaise gestion de la pandémie à coronavirus. Le pays connaît un pic de contamination avec près de 18 000 morts. On a des pics énormes. On a eu même en temps réel 50 patients en même temps dans notre unité Covid aux urgences Farhat Hached de Sousse, alors que notre capacité maximale varie entre 18 et 20 patients. Pénurie d'oxygène, de personnel médical, de lits de réanimation, la Tunisie est en crise sanitaire. Avec elle, des tableaux alarmants en Égypte, en Afrique du Sud, pays le plus touché par la Covid sur le continent, 2 millions de personnes contaminées et 60 000 morts. Mais aussi le Rwanda, qui jusqu'à présent avait réussi à contenir l'épidémie. Le pays fait depuis plusieurs semaines face à une explosion de cas qui oblige les gouvernants à reconfiner la population depuis samedi. Comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, ce qui signifie que nous ne pouvons rien vendre. Cela aura des effets négatifs, mais nous continuons à suivre les mesures préventives jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Pendant ces 10 jours, nous allons nous protéger, même si les conditions seront mauvaises. Mais nous devons accepter le confinement et nous protéger. Le confinement est nécessaire pour lutter contre la pandémie, parce que cela réduira le nombre élevé de cas positifs et de décès. Et nous allons suivre les mesures préventives du gouvernement.
Au Sénégal, à la veille de la Tabaski, le président Macky Sall menaçait de fermer les frontières et de restreindre les déplacements internes face à la multiplication des cas Covid. Le Sénégal a battu de nouveaux records d'infection, 50 000 cas recensés et plus de 1200 décès. Le Sénégal a battu un record incroyable au niveau de l'Afrique et donc c'est vraiment des choses à prendre en considération. Moi j'exhorte tout le monde, vraiment, d'abord de se conformer aux mesures et aux recommandations de la communauté scientifique et aussi quand nous aurons l'occasion de nous vacciner, il faut qu'on se vaccine. Parce qu'il ne sert à rien de s'entêter sur un problème que nous ne maîtrisons pas. Le pays avait jusque-là évité d'imposer des mesures trop restrictives pour endiguer le virus, misant plutôt sur l'incitation et la responsabilité individuelle. Au Kenya, en Érythrée ou encore en RDC, le nombre de cas actifs depuis les 5 dernières semaines ont doublé. L'OMS signale que les décès liés à la maladie sur le continent ont connu une progression de 43% en moins d'une semaine. Indexée, la poussée du très contagieux variant Delta jusqu'à présent détecté dans 21 pays africains, avec des décès enregistrés en Namibie, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Ouganda et en Zambie. Aujourd'hui, seulement 8 millions d'Africains ont reçu les 2 doses nécessaires à une immunité. Au sommet sur le financement des économies africaines en mai dernier à Paris, les chefs d'État africains ont envisagé avec l'appui des partenaires la production de vaccins anti-Covid en Afrique. Il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Un appel réitéré à Abidjan lors du sommet de l'IDA en vue d'obtenir de nouveaux plans d'aide pour la relance économique et un meilleur accès à la vaccination. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Pour l'heure, en matière de vaccination, l'Afrique dépend du mécanisme COVAX et de dons qui arrivent au compte-gouttes. Avec le pic de la pandémie en Inde, principal fournisseur de COVAX, le pays a bloqué fin mars des exportations de vaccins. Le sommet du G7 a promis 1 milliard de doses, dont seulement la moitié devrait être livrée cette année. De leur côté, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 25 millions de doses en Afrique. Un geste salué par l'Union africaine, mais une goutte d'eau au regard des ambitions de l'Union africaine de vacciner 20% de la population du continent d'ici la fin de l'année, puis 60% en 2022. Voilà, c'était donc le dossier réalisé par Alexis Ouédraogo sur la lutte contre le variant Delta sur le continent africain. Et on reste mobilisés et soudés pour vaincre la pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce jeudi 22 juillet, on dénombre en Côte d'Ivoire 47 cas positifs sur 2636 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 76 nouvelles guérisons, malheureusement 2 décès enregistrés ce jour, 407 cas actifs, 910 578 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Et plus loin, en France, le gouvernement souhaite imposer le recours au pass sanitaire dans les hôpitaux et les EHPAD pour les patients non urgents et les visiteurs, mais l'Assemblée nationale a voté contre. Les députés ont adopté les amendements proposés par la France insoumise et les Républicains qui s'y opposaient. Le test devrait normalement revenir au sein de l'hémicycle dans le cadre de la navette parlementaire.
Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on prend la direction d'Abangourou. La TNT est en marche. Il s'agit maintenant de l'extinction du signal analogique. On en sait plus avec notre reporter Herman Niamien sur place. Dès le 10 août prochain, le basculement de l'analogie au numérique sera effectif. Le signal analogique sera définitivement interrompu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce qui signifie que ceux qui ont encore les postes téléviseurs de ce modèle, qui ne disposent pas d'équipements adaptés, n'auront plus d'image. L'information est du directeur technique de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. Nous sommes obligés d'arrêter parce que cet ancien équipement-là de l'analogie que nous avons utilisé jusque-là, les industries ont cessé de fabriquer ces équipements-là. Donc, si nous voulons continuer, on n'aura plus de pièces de réchange. Et puis l'UIT, qui est l'Union internationale de la télécommunication, a fixé le 17 juin 2020 pour l'arrêt de l'analogie. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technologique en matière de télédiffusion terrestre. Elle remplace la télévision analogique qui est dépassée dans le paysage audiovisuel. Mais pour recevoir la TNT chez vous, il faut disposer d'équipements adaptés. Une antenne râteau TNT à 8 000 francs CFA et un décodeur à 10 000 francs CFA pour recevoir du signal TNT ou une antenne râteau TNT uniquement si votre poste téléviseur possède un décodeur intégré. Les avantages liés à la TNT, d'abord, il y a la possibilité d'avoir plusieurs chaînes. Et ensuite, il y a la qualité de l'image et du son. Une fois la population a le kit TNT, la population ne paye plus de frais mensuels. À ce jour, le taux de couverture de la population à la TNT est de 85%. À terme, les responsables de l'IDT, à travers les campagnes de sensibilisation, veulent atteindre les 95%. Et je vous livre ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e démarre effectivement ce jeudi 22 juillet 2021 à 23h59 et prend fin le jeudi 5 août 2021 à minuit sur toute l'étendue du territoire. Cette opération se déroulera comme suit. Le premier jour, les élèves ayant obtenu au moins 153 points. À partir du deuxième jour, tous les élèves admis au CPE sans distinction de points et l'accès aux établissements d'excellence est soumis à des conditions spécifiques. Communiqué signé le ministre et par délégation le directeur du cabinet, Mamadou Binati. 4 ans après sa dernière prestation au FEMIA, Salif Keita revient sur la scène ivoirienne, celui que l'on surnomme la voix d'or de la musique africaine se produira ce vendredi 23 juillet au Palais de la Culture d'Abidjan, Treichville, un concert inédit qui s'inscrit dans la mouvance de la fête de l'Aïd el-Kébi, la fête de la Tabaski. Yannick Efoumi, Serge Kolia. C'est un voyage en territoire conquis. Pour Salif Keita, la voix d'or de la musique africaine renoue avec la scène ivoirienne. Le spectacle s'annonce comme un récital grandiose après 4 années loin du public abidjanais. Les organisateurs et le staff managérial se veulent rassurants. L'enfant de Djoliba promet une véritable communion. On a senti une très grosse envie au niveau de l'artiste de venir prester en Côte d'Ivoire parce que, comme vous le savez, ça fait très longtemps. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Il n'a posé aucun problème, les choses se sont faites très vite. Le rendez-vous est pris pour le vendredi au Palais de la Culture de Treichville. Un concert ouvert à toutes les générations et à toutes les sensibilités, mais qui reste dans la mouvance de la fête de la Tabaski. La fête continue donc et on en arrive à cette entrée en lice réussie pour les Ivoiriens aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Ce jeudi à Yokohama, les éléphants olympiques ont battu les Saoudiens 2-1 dans le groupe D. Un bon résultat avant les rencontres Brésil et Allemagne. Arsène Kwasi. Les éléphants olympiques font une entrée idéale dans le tournoi japonais en s'imposant à l'Arabie saoudite ce jeudi à Yokohama. Sous leur forte pression, Al-Amri, défenseur saoudien,
trompe son gardien à la 39e minute. Vexés, les Saoudiens répliquent 1 minute avant la pause. Sur cette belle offensive, Al-Dassali obtient l'égalisation grâce à un tir de toute beauté. La Côte d'Ivoire, en seconde période, est plus entreprenante et obtient gain de cause à la 66e minute par l'intermédiaire de Franck Kessié. Le reste de la rencontre est bien géré par les éléphants qui finissent par obtenir leurs 3 premiers points dans ces Jeux olympiques de Tokyo. Voilà, ça promet pour les Ivoiriens. On se retrouve demain, 20h. Prenez soin de vous. Très belle soirée.